Mes chers collègues, tout d'abord, bonjour. Conformément aux dispositions de l'article 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Étant le plus âgé de cette assemblée, j'exerce donc de droit la présidence de cette séance. Je propose que Florian Delrieux, le plus jeune conseiller de la majorité, assure la fonction de secrétaire. Je vais lui demander de procéder à l'appel nominal de mesdames et messieurs les conseillers municipaux élus au deuxième tour de scrutin le 22 mars 2026 dans l'ordre de proclamation des résultats. Monsieur Delrieux, vous avez la parole. Alors, il faut juste la liste par contre. La liste. Il faut la liste éditée. Hop. Merci beaucoup. Alors, merci Monsieur le Président de séance. Alors, donc, pour l'appel de cette première séance officielle du 27 mars du Conseil municipal, j'appelle donc Monsieur Jean-Luc Moudinck, Madame Marion Lalanne de Lobadère, Monsieur Olivier Arsac, Madame Laurence Katzenmeyer, Monsieur Soufiane Oumia, Madame Souila Marty, Monsieur Jean-François Portarieux, Madame Nicole Yardeni, Monsieur Jean-Michel Latte, Madame Alexandra Leliette, Monsieur Gaëtan Cognard, Madame Cécile Dufraisse, Monsieur Émilion Esnault, Madame Julie Escudier, Monsieur Michel Lacroix, Madame Isabelle Ferrer, Monsieur Sacha Briand, Madame Valérie Jacquet-Violot, Monsieur Jean-Jacques Bolzan, Madame Stéphanie Respoézard, Monsieur Christophe Alves, Madame Charlotte Pugeot, Monsieur Philippe Accard, Madame Nadia Soucy, Monsieur Johnny Dunal, Madame Marwa Bouzaïda Silla, Monsieur Djilali Layani, Madame Marine Lefebvre, Monsieur Éric Jean-François, Madame Julie Saintenac-Servat, Monsieur Florian Delrieux, ici présent, Madame Nathalie Capdevielle, présente. Monsieur Guillaume Duval, présent. Madame Ingrid Bergmann, Présente. Monsieur Maxime Boyer, présent. Madame Annick Amigo-Bouissou, Monsieur Jean-Charles Pitot, présent. Madame Régine Cochet, Monsieur Jean-Baptiste Descorail, Madame Laura Vercaren, Monsieur Clément Riquet, Madame Magali Dat, Monsieur Henri Delagoutine, Madame Sonia Guillemet, Monsieur Pierre Espluglas Labattu, Madame Claire Nison, Monsieur Jean-Paul Bouche, Madame Fela Halal, Monsieur Bertrand Serpe, Madame Anna-Maria Tripichot-Rogier, Monsieur Thierry Santos, Madame Niadang Ousmane, Monsieur Anthony Lautrec, Monsieur François Picmal, Madame Isabelle Hardy, Monsieur François Briançon, Madame Agathe Roby,
Monsieur Salah Amokran, Madame Ignès Goffre-Pedrosa, Monsieur Régis Godec, Madame Victoria Scampa, Monsieur Julien Cadieux, Madame Hélène Cabane, Monsieur Maxime Letexier, Madame Ilham Greffi, Monsieur Ahmed Darour, Madame Madeleine Parpé, Monsieur Vincent Gibert et Madame Anne-Sophie de Surgy. Municipal. Je vous propose de passer au premier tour, au premier point de l'ordre du jour, à savoir l'élection du maire. Je vais donner lecture de l'article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales portant sur l'élection du maire. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Je vous invite donc à procéder à l'élection du maire au scrutin secret. Je vous demande de désigner parmi les conseillers municipaux 2 scrutateurs pour cette élection du maire. Pour la proposition, pour la majorité, je propose de nommer le secrétaire de séance. L'opposition a-t-elle un candidat? Oui, je me présente comme candidat M. Cadieux. Merci. Donc, le 2e scrutateur sera M. Cadieux. J'invite les candidats au poste de maire à se faire connaître. Sofiane Oumia. Au nom des élus de la majorité, je présente la candidature de M. Jean-Luc Moudenc. Y a-t-il d'autres candidats? Donc, je constate qu'il n'y a que M. Jean-Luc Moudenc comme candidat. Le déroulement de l'élection a lieu salle Gervais. Je vous invite à vous y rendre.
Mes très chers collègues, je vais donc vous donner les résultats du scrutin. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 69. Nombre de suffrages déclarés nuls, 16. Nombre de suffrages exprimés, 53. Majorité absolue, 27. En conséquence, M. Jean-Luc Moudenc, avec 53 voix, est élu. J'invite Jean-Luc Moudenc à prendre place dans le siège de sa fonction et je lui remets l'écharpe qui est le signe distinctif de sa fonction de maire. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Jamais ça peut être ni toi. Mes chers collègues, je vous remercie de votre confiance. Cette confiance, même si elle n'est pas une surprise, elle me touche. C'est la 4e fois que je reçois l'écharpe de maire après mon élection comme maire de Toulouse dans cette salle illustre du conseil municipal de Toulouse. Le hasard ou le destin fait que je reçois cette écharpe de Jean-Paul Bouche. Et je ne peux taire le lien amical et personnel ancien que j'ai avec Jean-Paul. J'ai vu Jean-Paul arriver au conseil municipal pour la première fois en décembre 1986, il y a près de 40 ans. Je l'ai vu arriver comme Benjamin du conseil municipal. C'est une belle symbolique qu'un Benjamin devienne le doyen. Et une belle performance. Même si, tu le sais Jean-Paul, je t'ai enlevé quelques semaines plus tard cette symbolique place de Benjamin du conseil municipal, ce qui n'a jamais altéré notre amitié. Et au-delà, je veux saluer l'engagement de Jean-Paul que nous connaissons en faveur des valeurs de la République, de la laïcité et de la fraternité. Mes chers collègues, je vous souhaite bienvenue à tous. Nous sommes réunis, 69 élus. Vous me permettrez d'avoir une pensée particulière pour ceux d'entre vous qui sont élus nouvellement, c'est-à-dire 29 nouveaux élus. Parmi les 29, il y en a 3 qui reviennent. Un retour, c'est toujours quelque chose d'intéressant aussi. Et donc, bienvenue à tous, et notamment aux 26, pour qui c'est la première fois. Et en disant cela, je me souviens, moi aussi, de ma première fois que certains ont voulu souligner pendant cette campagne. Je les en remercie.
J'espère, mes chers collègues, que la symbolique de cette maison vous inspirera. Pour entrer dans le Capitole, vous êtes passé sous le porche historique. Ce porche historique qui est la suite du fronton du Capitole, le fronton du Capitole où cohabitent pacifiquement, parce que toutes les municipalités toulousaines républicaines l'ont voulu, le symbole de la République, le faisceau de licteurs frappé des 2 lettres R, F, et les armoiries du royaume de France, avec les 3 lys de la dynastie capétienne, surmontées de la couronne royale, appuyées, soutenues par 2 anges, qui sont aujourd'hui encore les armes de la Maison de France. Et puis, en pénétrant dans la cour Henri IV, vous avez croisé une fois de plus la statue et donc le regard du roi Henri IV. Pourquoi le roi Henri IV est demeuré par-delà les siècles le souverain le plus populaire des Français? Pour une raison très simple, c'est que c'était un homme de réconciliation et que, après une guerre de religion d'une dureté inouïe, il a œuvré, monté sur le trône, à réconcilier les 2 Frances. Il y est parvenu, au moins pendant le temps de son règne. Puisse cet esprit-là nous inspirer, c'est-à-dire que, après la bataille, on doit travailler ensemble, on doit cheminer ensemble. Après la bataille, il faut mettre la division de côté, il faut apaiser. Au fond, la leçon d'Henri de Bourbon, c'est respecter les différences et concevoir les différences non pas comme des motifs d'opposition que l'on exacerberait, mais comme des richesses, des additions, une diversité à conjuguer harmonieusement. Je ne peux pas commencer sans ce conseil municipal sans avoir une pensée pour ceux qui étaient là il y a peu de temps encore, c'est-à-dire les élus sortants qui ne sont pas réélus. Je veux leur adresser un message de reconnaissance qui, je suis sûr, sera le vôtre également, en particulier, bien sûr, à ces élus-là qui ont beaucoup travaillé pendant 6 ans, pendant 12 ans, voire plus, et qui ont bénéficié de ma confiance à travers les délégations que je leur avais données. Mais je n'aurai garde d'oublier les élus de l'opposition municipale qui ne sont plus là et qui ont fait leur travail d'opposition. Ça, je peux témoigner qu'ils l'ont fait. Et parfois, dans des expressions qui ont pu nous heurter ou nous surprendre. Mais aujourd'hui, je ne veux considérer que le fond. Il n'y a pas de démocratie sans opposition. Il n'y a pas de démocratie sans débat. Et comme nous sommes à Toulouse, où même les mémés aiment la castagne, il faut accepter, même si cela peut déranger, que le débat soit un débat vif. Donc merci à tous ces élus qui ne sont plus là et auxquels je pense. Et c'est dans le même esprit que je salue, vous n'en serez pas étonnés, tous les Toulousains, toutes les Toulousaines et tous les Toulousains, pour leur dire, à partir de ce jour, les élections sont passées, le conseil municipal est installé, nous sommes à votre service, nous nous mettons sans tarder au travail pour améliorer votre quotidien et au travail pour préparer la ville de demain. En remerciant les Toulousains, vous comprendrez que mes premières pensées soient pour les 92 152 citoyens qui nous ont fait confiance et qui nous ont portés à la place majoritaire qui est la nôtre. Je leur exprime une très sincère et une très chaleureuse
gratitude. Mais je m'adresse aussi aux 78 925 Toulousains qui ont choisi la liste adverse. À eux, je dis, nous serons à votre service pareillement. Et je n'oublie pas tous les autres dont on ne parle pas beaucoup, ceux qui n'ont pas voté au second tour ou ceux qui sont allés voter en mettant un bulletin blanc ou un bulletin nul. L'équipe municipale et moi-même, nous travaillerons pour et avec toutes les Toulousaines et tous les Toulousains, sans les distinguer, sans les catégoriser, sans les étiqueter, sans distinction aucune. Et je ne peux pas dire cela sans avoir une pensée particulière de remerciement pour les agents de la collectivité qui ont participé à l'organisation du scrutin, tout particulièrement les agents du service des élections. Ce scrutin s'est passé impeccablement et pourtant, vous le savez, c'était un corps électoral considérable avec un enjeu majeur et avec beaucoup de bureaux de vote, des nouveaux votants. Tout cela s'est bien passé, on le leur doit, et donc je serais ingrat si je ne saluais pas leur grand professionnalisme. Alors sur le fond, vous le savez, la France entière nous a regardés. Et le peuple toulousain a parlé. Une fois encore. Et c'est heureux. La démocratie toulousaine, qui a son cœur battant ici depuis longtemps, depuis des siècles, la démocratie toulousaine a triomphé. Avec une participation record que nous n'avions pas vue depuis un quart de siècle, ce qui donne au résultat une force et une représentativité démocratique remarquables. Une fois encore, le peuple toulousain a imposé sa liberté. Sa liberté par rapport aux minables arrangements politiciens nocturnes dont le but était de piétiner les convictions pour ne faire que se répartir les sièges. Le contraire de ce que veulent nos concitoyens aujourd'hui à Toulouse et ailleurs. La liberté, ils l'ont affirmé face aux consignes des partis politiques. La liberté, ils l'ont exprimée face aux prévisions des sondages qui voulaient leur dire ce qu'ils allaient voter avant même qu'ils se rendent aux urnes. La liberté, face à une certaine forme paresseuse, je dirais un conformisme de la pensée politique dominante à travers les commentaires de cette élection. Et puis j'ai lu ces jours-ci, après le scrutin, un certain nombre de déclarations interprétant tantôt le nombre de voix, tantôt les pourcentages. Je dois vous dire que ça m'a fait plutôt sourire. Et ça me permet aujourd'hui de dire la vérité. Quelle est la vérité de ces résultats ? La vérité de ces résultats, c'est que dans les 11 villes les plus importantes de France, de 200 000 habitants et plus, la liste qui a obtenu le pourcentage le plus fort, c'est la liste « Protégeons l'avenir de Toulouse ». Et ce, malgré, vous le savez bien, une sociologie qui aurait dû placer cette liste plutôt dans le bas de ce tableau. Et l'autre vérité, c'est quoi? C'est que dans l'histoire de Toulouse, nous avons des maires depuis 1790, Joseph Rigaud, je rappelle, même si vous le savez tous. Dans l'histoire des scrutins municipaux, jamais toulousain, jamais une liste n'a obtenu autant de suffrages. Cependant, contrairement aux déclarations auxquelles je fais allusion,
je serai un petit peu plus objectif. Et je dirais que le nombre de suffrages records obtenus par les deux listes en présence au moment final, elle est sans doute due au mérite des uns et des autres. Reconnaissons tout de même qu'elle est due aussi à la croissance démographique. Mais voilà, mes chers collègues, la réalité. Alors, venons-en maintenant au fond. Ce résultat. Quel soulagement! Quel soulagement! Nous l'avons échappé belle. Et le triste et inquiétant spectacle de l'arrivée de maires ou d'élus insoumis aux commandes d'un certain nombre de communes de notre pays montre concrètement ce qui se serait passé à partir d'aujourd'hui et que nous avons empêché. À Saint-Denis, dès le premier tour, a été consommée la défaite du maire sortant, Mathieu Hanotin, membre du Parti socialiste, à qui je veux rendre hommage parce que c'est un ami. J'ai été député à ses côtés, nous avons siégé à France Urbaine à ses côtés, parce que Saint-Denis, c'est la seconde ville par l'importance démographique de l'Île-de-France. Et à la place, une municipalité à direction insoumise. Et malgré les masques que ce type de liste revête entre deux tours, faisant disparaître les sigles, s'éloignant de Jean-Luc Mélenchon, se présentant comme l'union de la gauche classique, comme si de rien n'était, qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Denis? Eh bien, le nouveau maire a indiqué très clairement que les agents de la collectivité qui seraient en désaccord avec la nouvelle municipalité devraient être exclus de la collectivité. C'est quand même pas mal pour ceux qui donnent des leçons sur l'inclusion, la République, la fraternité, le pluralisme. Et puis, il a également indiqué que les policiers municipaux seraient privés de certaines armes. Exactement la proposition qui a été faite aux Toulousains en face. Le résultat, nous le connaissons. C'est que tout cela va fragiliser les policiers municipaux, que les policiers municipaux en question quitteront cette collectivité, iront dans des communes où, au contraire, il y a une doctrine d'intervention volontariste et assumée, comme ici, à Toulouse, depuis 2014, et à la fin, nous aurons un Eldorado de la délinquance, avec des moyens techniques pour protéger les citoyens en moins, et avec un nombre de policiers municipaux, donc des moyens humains, en moins également. Pauvre Dionysien. À Grenoble, qu'avons-nous vu? Un nouvel élu LFI de la municipalité de la coalition de la honte, qui vomit une insulte homophobe à l'endroit d'un commerçant, parce que ce commerçant n'était pas d'accord avec la nouvelle municipalité. Là aussi, tous les discours sur la discrimination, sur la lutte contre les types de discrimination qui existent, notamment l'homophobie, se trouvent donc annihilés ou relativisés par ce type de comportement honteux. Et puis ailleurs, et j'arrêterai là, on a vu comment les alternances se sont passées. Lorsque les insoumis prennent une ville, l'équipe sortante part sous les huées, les colibés. Autrement dit, l'irrespect est là. Et je dirais que tout ça montre qu'en quelques jours à peine, les masques électoralistes tombent, et tout cela nous confirme bien que la France insoumise, comme les Toulousains l'ont compris, n'est pas un parti comme les autres, c'est un parti anti-républicain et antidémocratique. Tous ceux qui croient en la République et en la démocratie ont le devoir de faire barrage systématiquement et à toute élection à cette force ô combien dangereuse. Alors les Toulousains, ils ont eu la lucidité de se protéger pour ne pas tomber dans un tel précipice antidémocratique. Oui,
Ils ont été conscients et lucides, citoyens éclairés des valeurs de la lumière depuis si longtemps. Et toute sensibilité politique confondue, ils ont réagi selon ces principes. Permettez-moi de dire aux Toulousains, tout simplement, que je suis fier d'eux. Je suis fier des Toulousaines et des Toulousains. Je suis fier que, à l'opportunisme, ils aient préféré l'authenticité. Je suis fier qu'au changement de position, ils aient préféré la constance. Je suis fier qu'à la loi des partis, ils aient préféré la volonté citoyenne. Je suis fier qu'à l'idéologie, ils aient préféré le pragmatisme. Je suis fier qu'à la virulence des attaques personnelles, ils aient préféré le respect. Je suis fier qu'à l'amateurisme, ils aient préféré la solidité. Je suis fier qu'au mensonge, ils aient préféré la vérité. Je suis fier qu'à la politisation outrancière, ils aient préféré l'ouverture sincère. Je suis fier qu'aux promesses non financées, ils aient préféré les propositions réalisables. Je suis fier qu'au bruit et à la fureur, ils aient préféré le calme. Enfin, je suis fier qu'à l'arrogance, ils aient préféré l'humilité. Alors, mes chers collègues, maintenant, ce que je vous propose, c'est de nous tourner vers l'avenir. Et de nous tourner vers l'avenir avec cette arme considérable qui nous a été donnée dimanche dernier, la confiance. La confiance qui va nous permettre de dérouler notre projet au cours des années à venir. Notre projet, vous le savez, basé sur l'ordre et dont la finalité est le progrès. L'ordre pour l'ordre, ça n'est pas un projet. L'ordre, c'est la condition indispensable pour que le progrès puisse se concrétiser et se traduire en de multiples projets dans tous les domaines. Tout cela servi par le sérieux budgétaire. Et le sérieux budgétaire, mes chers collègues, on va en avoir besoin, vous le savez. Nous vivons dans des temps incertains. Je crains que ce soit le cas encore un certain temps. Et au milieu de ces incertitudes, il y a une certitude qui fait froid dans le dos. C'est la situation financière de l'État. Et je vous en parle la connaissant, à la fois comme élu et à titre professionnel. La situation financière de l'État, elle est dramatique. Elle ne va pas s'arranger en 1, 2 ou 3 ans. Et quelle que soit la couleur des gouvernements qui viendront au cours de cette mandature qui commence, nous savons que l'État ira ponctionner, comme il le fait déjà, dans les finances de la collectivité. Comptez sur moi pour combattre cela sans regarder la couleur politique du gouvernement, que ce soit des amis ou des adversaires, c'est avec la même foi et la même sincérité et le même volontarisme que je combattrai avec mes collègues maires de grandes villes, que je combattrai cette propension de l'État à créer des problèmes dans les collectivités qui n'en ont pas de ce point de vue-là, et tout cela pour résoudre ses propres problèmes. Nous allons agir, nous l'avons dit, et je le redis, parce que c'est important, et surtout dans cette salle symbolique. Nous allons agir, nous allons dérouler nos projets en préservant l'identité toulousaine. Et l'identité toulousaine, c'est quelque chose de positif. Ce n'est pas une identité négative qui heurte les autres identités ou qui entre en conflit. Non, l'identité toulousaine, vous la connaissez. C'est le patrimoine, c'est la culture, c'est le sport,
c'est le dynamisme de l'économie, avec en particulier ce joyau qui est l'aéronautique, avec aussi cette capacité formidable d'innovation grâce à l'enseignement supérieur, grâce aux laboratoires de recherche, grâce à cette jeunesse formidable et grâce à ces seniors qui amènent leur expérience. Voilà quelle est l'identité toulousaine. Et l'identité toulousaine, je l'ai dit et je l'ai martelé pendant cette campagne, notamment lors des 2 réunions publiques que j'ai faites avec mes amis, l'identité toulousaine, c'est l'ouverture à la diversité. La diversité, c'est une chance. La diversité, c'est une belle réalité. Et quand les Toulousains, regardant la liste que je leur proposais, ont découvert les visages des uns et des autres, des unes et des autres, ils y ont vu un choix positif, assumé, ouvert de la diversité. Et c'est cette richesse-là qui va être aussi un des moteurs de notre action. Alors oui, nous allons agir. Et nous allons agir, bien sûr, pour tous les Toulousains, mais la leçon des urnes, c'est que nous devons davantage parler à la jeunesse. La jeunesse, nous faisons beaucoup pour elle, beaucoup plus que la plupart des grandes villes. Reconnaissons, il faut être réaliste, que nous n'avons pas su parler suffisamment à la jeunesse, que nous n'avons pas su communiquer. J'ai découvert pendant cette campagne plein de jeunes qui m'ont dit « mais je ne savais pas qu'il y avait tel avantage, j'ignorais qu'il y avait telle ou telle action ». Donc nous aurons un effort de communication et de dialogue particulier à organiser en direction de la jeunesse pour qu'elle se sente encore davantage toulousaine. Et je crois que tout cela, nous serons d'accord. Nous serons d'accord et puis également nous aurons à lutter contre une désinformation qui s'est développée dans cette campagne, mais qui, à la vérité, avait commencé depuis plus d'1 an, qui a consisté à intoxiquer de fausses nouvelles le monde culturel toulousain. Nous l'avons toujours soutenu dans sa très grande diversité, en respectant sa liberté de création. S'il y a bien une municipalité qui n'est jamais intervenue auprès de telle ou telle scène, auprès de tel ou tel équipement ou lieu culturel, pour dire « je veux ceci, je ne veux pas cela », c'est bien nous, parce qu'effectivement, la liberté est au cœur de nos convictions. Et donc, là aussi, nous avons un effort de réinformation, après cet effort de désinformation que nos opposants ont soigneusement déroulé depuis la fin de l'année 2024, avec le relais de certains acteurs culturels. Je dis bien certains parce que là aussi, ne comptez pas sur moi pour faire l'amalgame que vous aimeriez. Non, l'immense majorité, 98% des acteurs culturels sont honnêtes et ont été honnêtes, reconnaissant l'effort exceptionnel que nous faisons pour la culture, effort qui demeurera. C'est juste une toute petite minorité qui devra, du moins à mes yeux, abandonner cette propension de politiser à l'excès la culture et surtout d'instrumentaliser celle-ci à des fins politiciennes et électoralistes. Voilà, mes chers collègues, l'esprit dans lequel nous allons agir pendant les 6 ou 7 ans qui viennent. Mais il ne s'agit pas de borner notre action aux 7 ans qui viennent. Ce que nous allons mettre en œuvre bénéficiera aux Toulousains et doit bénéficier aux Toulousains bien au-delà de la durée de la mandature. Et comptez sur moi pour que nous nous projetions au-delà de l'échéance du mandat qui commence, de manière à ce que, lorsque ce mandat sera terminé, il y ait pour les Toulousains une proposition municipale dans le même esprit que celle que nous avons portée. Soyez assurés que j'y travaillerai, je ferai des propositions le moment venu, ce moment n'est pas venu. Ma personne n'est rien, mon principe est tout, c'est-à-dire que notre ville est tout, et cet esprit que nous avons fait vivre pendant 12 ans, que nous avons proposé aux Toulousains pendant cette campagne électorale,
qu'ils ont choisi et que nous allons concrétiser pendant les 7 ans qui viennent, cet esprit, vous le connaissez, c'est celui qui refuse de réunir les Toulousains d'un seul camp, mais c'est une volonté puissante plutôt d'être au service et de rassembler toutes les Toulousaines et tous les Toulousains, quels qu'ils soient. Et donc, nous aurons à faire cela pendant ce mandat et à préparer la même proposition pour au-delà de ce mandat. Nous combattrons au cours des 7 ans à venir et sans désemparer le mélenchonisme et ceux qui se sont soumis aux insoumis. Ces derniers, aujourd'hui, se trouvent gravement divisés entre eux après avoir désespéré leurs propres électeurs. Ce que je veux dire par rapport à tout ce que l'on a vu, à tous ces temps troublés que nous avons partagés à Toulouse, mais qui ne sont propres à Toulouse, c'est que nous pourrions nous inspirer de la maxime optimiste de Charles Péguy. Charles Péguy écrivait « Le triomphe des démagogies est passager, mais leurs ruines sont éternelles. » Les Toulousains, je ne sais pas s'ils avaient lu Charles Péguy dimanche, mais ils ont été conscients de tout cela. Alors, mes chers collègues, nous continuerons à agir dans le cadre des valeurs de la France, de la République, de la démocratie, et aussi dans la lignée de cet humanisme toulousain présent dans l'iconographie de ces salles historiques voulues par mon illustre prédécesseur radical socialiste Camille Ournac. Cet humanisme toulousain, c'est celui de la convivencio. La convivencio, héritée de tant de siècles, et ce sont ces valeurs-là que les Toulousains ont voulu plébisciter dimanche dernier. Mes chers collègues, avec le poète Apollinaire, nous croyons « Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores ». Je vous remercie. Mes chers collègues, la tradition veut que s'il y a d'autres déclarations, celle-ci soit possible et qu'elle puisse entraîner des réponses si cela est nécessaire. Et donc, avant de passer aux autres étapes formelles de cette séance, qui n'en manquent pas, je souhaite inviter celles et ceux qui voudraient parler à prendre la parole, s'ils le veulent. Monsieur Piquemal, la parole est à vous. Monsieur Moudenc, veuillez tout d'abord recevoir nos salutations républicaines pour votre élection. Mais en premier lieu, j'aimerais remercier les près de 79 000 Toulousaines et Toulousains qui ont plébiscité la liste d'Union de la gauche que nous avions l'honneur de porter avec François Briançon. Un élan et un espoir est né durant cette campagne qui montre la progression de notre famille politique dans de nombreux quartiers, notamment ceux les plus en détresse du fait de vos politiques austéritaires, Monsieur Moudenc, et de celle du candidat que vous soutenez depuis longtemps, Monsieur Macron. Car si votre victoire est nette, Monsieur Moudenc, elle est en réalité plus fragile qu'elle n'en a l'air. Pour une raison simple qui ne résistera pas à l'épreuve du temps. Elle n'a pas été bâtie sur un programme clair, ni chiffré d'ailleurs, mais sur la peur,
sur les fake news et, disons-le, sur un nouveau seuil de violence politique de la part de certains de vos soutiens. Cela n'est pas nouveau. Il y a 6 ans, certains de vos soutiens avaient alimenté une campagne homophobe à l'encontre d'Antoine Maurice, que je tiens à saluer ici, et l'un de vos anciens collaborateurs a même été condamné sur cette question-là. Nous avons atteint un nouveau seuil de violence lors des commémorations des attentats du 19 mars dernier. En effet, plusieurs d'entre nous ont été insultés de manière homophobe, menacés de mort, ainsi que nos colistières et colistiers. Et un ancien élève d'Ozaratora a lui aussi été menacé de mort quand un journaliste a été molesté. Des plaintes ont d'ores et déjà été déposées, d'autres vont arriver. Et comme l'a fait M. Gibert, je vous demande de déposer plainte pour la municipalité étant l'organisateur de cette cérémonie. Vous deviez en assurer la sécurité et la sérénité. Cela n'a pas été fait. Et vous devez le faire pour rendre justice à celles et ceux qui ont été blessés et insultés lors de cette cérémonie, menacés, et pour assurer la pérennité des prochaines. Comme il y a 6 ans, on a eu le droit aussi à la campagne de fake news, avec des choses aussi ridicules que le fait que la gauche au pouvoir allait délocaliser Airbus. Bon, cela a couvert de ridicule ceux qui ont lancé cette rumeur, infondée d'ailleurs, parce que s'il y en a bien ici qui sont auprès des salariés de l'aéronautique, c'est nous, alors que vous êtes les grands absents de leur soutien lorsque leurs emplois sont menacés à Thales Alenia Space et Airbus Space and Defense. Cette fake news n'honore pas celui qui l'a publicisée, ni les médias d'ailleurs qui l'ont relayée, sans aucune circonstance, on va dire, au niveau des faits et sans donner la parole à l'union de la gauche. Vous avez employé tout à l'heure des mots violents à l'égard des socialistes, en disant qu'ils étaient, je cite, « soumis aux insoumis ». Mais, Monsieur Moudenc, vous êtes soumis, vous aussi. Vous êtes soumis au mouvement d'extrême droite Reconquête d'Éric Zemmour, que vous avez été aidé à monter une liste au premier tour, dont la numéro 2 faisait partie de votre comité de soutien, et dont les appels au vote, ainsi que ceux du Rassemblement national, n'ont jamais été niés de votre part. Ni, vous ne les avez d'ailleurs pas repoussés. Votre front républicain est donc bien particulier, Monsieur Moudenc. Et je tiens à le signaler ici, votre élection est aussi l'élection de celles et ceux qui ont appelé à voter pour vous, et en l'occurrence de Reconquête et du Rassemblement national. Votre rôle, en attendant que la justice fasse le point sur les différentes affaires qu'on a mentionnées, votre rôle est désormais, vous l'avez dit, d'être le maire de toutes les Toulousaines et Toulousains. Bon, vous n'avez pas très bien commencé en vous en prenant aux uns, aux autres, après avoir dit que la guerre était finie, vous avez finalement relancé la bataille. Mais je vais vous prendre au mot. Et vous avez parlé de la jeunesse notamment et d'un certain nombre d'attentes. Vous êtes le maire de toutes les Toulousaines et Toulousains, soit. Du coup, notre programme contenait plusieurs mesures qui peuvent être plébiscitées par les Toulousaines et Toulousains. Donc je vous demande, allez-vous, par exemple, permettre la gratuité des transports pour les moins de 26 ans, mesure finançable grâce au versement mobilité à hauteur de 35 millions d'euros. Allez-vous encadrer les loyers dans une ville qui compte 66% de locataires? Allez-vous renforcer les moyens pour les personnels du périscolaire? Allez-vous créer un choc d'offres de bus pour sortir Toulouse des bouchons? Allez-vous créer des centres de santé municipaux à l'heure où 58% des habitants sont dans un désert médical? Allez-vous, comme vous l'avez promis, mettre une caméra dans chaque rue? Allez-vous, comme vous l'avez promis, agrandir le stadium? Mais là-dessus, j'ai une question, avec quel financement? Nous garantissez-vous aujourd'hui que la 3e ligne de métro va bien arriver en 2028? Je pense que pour la sincérité du mandat à venir, il serait bon d'avoir des réponses à toutes ces questions, par exemple. Notre priorité ici, et je ne serai pas plus long, sera pour notre opposition d'être force de proposition pour améliorer le quotidien des Toulousaines et des Toulousains, leur pouvoir d'achat, pour lutter contre l'austérité. À ce sujet, je vous donne un conseil, Monsieur Moudenc, vous qui avez dit que vous voulez lutter contre
toutes les ponctions qui étaient faites aux collectivités locales. Vous avez ici à vos côtés, à votre gauche, Monsieur Portarieux, qui est plutôt à ma droite dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, qui a voté avec ses amis 2,5 milliards d'euros en moins pour les collectivités territoriales. Il est donc facile de se plaindre des maux qu'on conçoit même au niveau national et d'après venir gémir face aux décisions qui sont prises par vos amis macronistes. Je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie à cela que nous allons observer encore, j'en ai peur, dans le futur mandat. J'aimerais enfin avoir un mot pour les agentes et les agents municipaux et métropolitains qui ont été nombreux et nombreux à nous écrire durant la campagne en disant qu'ils souhaitaient une alternance et une alternative. Pour toutes celles et ceux qui ont eu à subir ces dernières années vos politiques d'austérité ainsi que celles macronistes. Celles et ceux qui ont eu un grand espoir que dans cette ville, il y a enfin une alternative à gauche depuis 12 ans. Leur dire ces mots de Jaurès. L'histoire de l'humanité nous montre la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements. Mais elle justifie toujours l'invincible espoir. Nous reviendrons. Je vous remercie. La parole est à François Briançon. Merci. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je ne vous cacherai pas que dans une vie d'engagement politique, il est des moments plus faciles que celui-ci, celui d'intervenir lors de l'élection d'un nouveau maire, de l'installation d'un nouveau conseil municipal après une élection municipale dont j'aurais, vous vous en doutez, souhaité une toute autre issue. Pour autant, je veux commencer ces quelques mots au nom des 8 élus de la Gauche Unie en m'adressant mes félicitations à la majorité ainsi qu'au maire de Toulouse. Je le fais très sincèrement, avec le sens des responsabilités qui doit être le nôtre dans cette enceinte. Je forme le vœu que vous sachiez prendre soin des Toulousaines et des Toulousains qui, à travers cette élection, ont exprimé des attentes fortes, des inquiétudes réelles et un besoin évident d'attention et de réponses concrètes. Car cette élection ne règle rien des difficultés profondes que vivent nos concitoyens. Elle ne fait pas disparaître la crise du logement, les embouteillages du quotidien, les difficultés d'accès aux soins, le sentiment d'abandon dans certains quartiers, ni le retard pris face à l'urgence écologique. Cette élection, elle a montré un niveau de violence, de caricature, de manipulation, de fausses informations sans précédent. Et je vois avec regret, Monsieur le maire, dans votre intervention, que vous n'avez pas encore quitté ce registre. Elle laisse Toulouse divisée. Si votre victoire est nette, il n'en reste pas moins que seulement un tiers des inscrits se sont prononcés en votre faveur. Pour ma part, comme au premier comme au second tour, j'ai agi sans renier mes convictions. Cette affirmation, elle peut être contestée, c'est le droit de chacun, mais j'invite également l'ensemble des acteurs de cette campagne électorale, quelle que fût leur place, à se demander s'ils portent le même jugement sur leurs actes ou leur silence. Je voudrais terminer en vous disant que les élus de la Gauche Unie seront une opposition exigeante, utile et pleinement engagée, une opposition qui ne s'opposera pas par principe, qui ne laissera rien passer lorsqu'il s'agira de défendre l'intérêt des Toulousains. À chaque fois que des décisions iront dans le bon sens, nous saurons les soutenir, mais à chaque fois que les choix fragiliseront encore davantage le quotidien des Toulousaines et des Toulousains, nous serons là, fermes et déterminés. Au sein de l'opposition, notre responsabilité est claire, être la voix de celles et ceux qui attendent des réponses concrètes, immédiates et justes. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole souhaitées? Je donne la parole au porte-parole de la majorité, Sacha Briand. Merci, Monsieur le maire. Merci, mes chers collègues, de me confier aujourd'hui l'opportunité d'exprimer pour la majorité, d'une part, la satisfaction extrême de voir Jean-Luc Moudenc reconduit dans les fonctions de maire pour la 3e fois consécutive, après
3 campagnes électorales, chacune difficile, chacune enthousiasmante, chacune de nature à permettre aux uns et aux autres d'exprimer leurs propositions, leurs valeurs, et aux Toulousains, car c'est à eux de décider, et aux Toulousains de choisir au terme d'une campagne l'équipe, la majorité à laquelle ils ont souhaité confier la direction des affaires municipales. Ils ont, dans cette dernière campagne qui a été caricaturée par les propos que nous venons d'entendre, ils ont probablement, avant nous-mêmes aujourd'hui, compris la réalité de la proposition qui était faite par l'opposition municipale. Dans une nuit courte, une offre a été faite au nom d'une prétendue gauche, celle de l'Union. Cette union aura duré 5 jours, puisqu'aujourd'hui, nous pouvons constater 2 expressions existent déjà au sein de l'opposition municipale. 2 groupes se constituent. La division, nous le savions, nous le pressentions, et les Toulousains l'ont vu, était intrinsèque à ce qui était un mariage de la carpe et du lapin. Monsieur Briançon, je ne tirerai pas sur l'ambulance parce que je pense être dans cette Assemblée celui qui a connu le plus de défaites politiques. Je sais ce que c'est de s'engager et je sais ce que c'est de ne pas être en capacité à voir la proposition faite recueillir une majorité de personnes. Mais il est vrai que de tous les souvenirs que je peux garder des campagnes électorales menées et des défaites subies, je n'ai jamais changé de discours en quelques heures, en quelques jours, pour dire le lundi matin l'exact inverse de ce que j'avais pu dire pendant des semaines. Vous dites, Monsieur Briançon, que vous n'avez pas renié vos convictions. Par contre, vous avez menti sur celles-ci. Car si l'union du lundi était le résultat de vos convictions, alors comment expliquer que pendant des semaines, vous avez exprimé clairement votre volonté d'avoir la capacité à rassembler largement et quelques jours seulement avant le premier tour, expliquer que l'issue du second tour devait être probablement, pour celui arrivé en 3e position, de devoir se retirer. Si vos convictions n'ont pas été reniées, Monsieur Briançon, alors, avant le premier tour, vous avez, et de manière constante, menti. Vous avez menti à vos électeurs, vous avez menti à cette gauche que vous appeliez de vos vœux, vous avez menti aux Toulousains. Et avec M. Picmal, vous avez probablement, c'est encore un peu tôt et je le comprends, et je le redis, je l'ai vécu, vous avez probablement pas bien compris le message que les Toulousains ont envoyé. J'ai entendu dans vos propos une satisfaction sur le score réalisé. Il est en pourcentage le plus faible depuis un quart de siècle. Depuis un quart de siècle. Alors il est en voie plus important que certains résultats que nous avons pu avoir sur les derniers scrutins. Ce n'est pas à vous que nous devons, à l'évidence, la progression de la population électorale, qui est le résultat de la progression de la population de Toulouse, aujourd'hui 3e ville de France, parce que cette ville attractive, parce que le projet municipal, parce que les actions municipales ont rendu cette ville attractive, là où pendant des semaines, vous l'avez décrite comme étant une ville infernale qui écraserait la population, qui martyriserait un certain nombre de Toulousains et qui, au final, ne leur permettrait pas de pouvoir s'épanouir de manière satisfaisante. Si vous avez fait en nombre de voix un résultat plus important que précédemment, c'est parce qu'en réalité, nous avons su, depuis 2014 notamment, apporter à cette ville les éléments d'un dynamisme et du progrès pour l'avenir, du progrès dans le quotidien, qui fait en sorte que cette ville est une ville attractive. Votre score est respectable et il doit être respecté parce que
une proportion importante de Toulousains a voté pour cette proposition étonnante, née dans une nuit courte, comme je l'ai dit. Et donc nous avons toujours la nécessité et l'exigence de parler à tous les Toulousains. Jean-Luc Moudenc l'a rappelé dans son discours, il y aura dans cette majorité et de manière constante une volonté de parler à tous les Toulousains. Alors, je ne répondrai pas à tous les éléments qui ont été évoqués, mais je veux tout de même dire 2-3 remarques sur des faits importants de cette campagne. Vous avez évoqué la commémoration du 19 mars. En vous étonnant de la réaction qu'ont pu avoir, et quand bien même elle serait regrettable, un certain nombre de participants à votre égard. Mais vous avez dit, Monsieur Picmal, que l'on ne pouvait pas se plaindre des maux que l'on avait générés soi-même. Alors vous l'avez dit en matière budgétaire, mais pardon, vous avez raison sur ce point. Mais vous ne pouvez pas ignorer quel a été votre positionnement, Monsieur Picmal. Vous avez été dans cette campagne le candidat de Jean-Luc Mélenchon à Toulouse. Vous vous êtes, en tout cas au premier tour, affirmé comme étant le candidat insoumis sur Toulouse. Quand on appartient à un mouvement politique, je ne vais pas dire un parti, puisqu'il n'y a pas de statut, il n'y a pas d'élection, on ne sait pas qui est le responsable, mais ce n'est pas grave. Quand on appartient à un mouvement politique qui a depuis des années eu le discours qu'il a eu sur ces événements et que l'on va à une commémoration, et je n'oublie aucune des victimes, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ces enfants de 4, 5 et 7 ans abattus d'une balle dans la tête. Quand on va à une commémoration dans un moment comme cela, après avoir porté pendant des mois et des années, on ne peut pas s'étonner de ce qui se passe. On ne peut pas s'étonner. Vous porterez à jamais le poids des déclarations que vous n'avez jamais condamnées de M. Mélenchon et de ses sbires. Vous avez évoqué ensuite une prétendue alliance, une prétendue proximité avec des mouvements politiques. Ça fait 40 ans, 50 ans que vous nous faites ce récital sur les prétendues relations que la droite républicaine, le centre, auraient avec des mouvements extrémistes. Ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que vous nous avez reproché, accusé presque, d'avoir facilité la constitution d'une liste dont l'objectif aurait été d'affaiblir le Rassemblement national. Je croyais que c'était votre objectif d'affaiblir le Rassemblement national. Si tel était le cas, vous auriez dû, dans ce cas, nous féliciter, si c'était le cas. Croyez-vous sincèrement que ces mouvements ont besoin de qui que ce soit pour pouvoir rassembler suffisamment de Toulousains pour constituer une liste de 69 personnes? Il faut être sérieux, mais il ne faut pas être ni contradictoire dans ses propos, ni, comment dire, mensonger. Parce que si votre priorité est la lutte contre les extrêmes, ce qui est aussi notre objectif, mais tous les extrêmes, eh bien, vous auriez dû, M. Picmal, en tout cas sur ce sujet, faire preuve de beaucoup de retenue. Et enfin, vous avez évoqué votre projet et vos propositions. Vox Populi, Vox Dei, c'est notre projet qui a retenu l'assentiment des Toulousains. C'est donc notre projet que nous mettrons en œuvre et Jean-Luc Moudenc en a rappelé les 3 piliers essentiels. Mais nous n'oublierons personne. Nous écouterons tout le monde et nous ferons en sorte que notre projet puisse s'adresser à tous les Toulousains. Et nous ferons en sorte, chaque fois qu'une difficulté apparaît, qu'un problème existe, de tenter, comme nous l'avons fait depuis 2014, d'apporter les meilleures réponses. Enfin, pour finir, M. Picmal, je veux vous remercier. J'ai eu le plaisir et l'honneur de partager avec Jean-Luc Moudenc 3 campagnes. Celle de 2014, qui était très enthousiasmante. Celle de 2020, qui était très particulière. Et celle de 2026, qui aura été, je le crois, la plus intense de ces 3 campagnes. Je crois que c'est à vous que nous le devons. C'est à vous que nous le devons, Monsieur Picmal, parce que à chaque fois que vous avez engagé des actions dans cette campagne, et vous avez fait une campagne extrêmement active, nous avons retrouvé de l'énergie.
retrouver de l'énergie au travers de trois éléments qui me semblent importants à évoquer. La liberté qui permet, dans le projet, et c'est le projet que nous portons, à chaque Toulousain de pouvoir s'épanouir, réussir à Toulouse et de profiter du progrès de la ville. Quand vous n'avez fait que délivrer par votre projet des injonctions qui visaient à réprimer, limiter, interdire. L'égalité, quand vous avez basé votre campagne sur l'idée constante qu'il y avait des catégories différentes de Toulousains et que certains valaient mieux que d'autres et que certains devaient être plus écoutés que d'autres, quand nous avons eu comme objectif permanent de nous adresser à tous les Toulousains. La fraternité aussi. Parce que, là encore, et ça a été le cœur de votre campagne, vous n'avez cessé de chercher à opposer. Vous n'avez cherché à proposer en permanence, à mettre en valeur certaines divisions, quand notre proposition et notre projet n'a été que de rassembler. Alors autour de ces valeurs de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, qui peut-être vous rappellent quelque chose, nous avons eu, nous, une campagne qui a été en permanence, axée sur la volonté de défendre les valeurs de la République. Nous ne changerons pas de direction. Nous ne changerons pas de perspective dans ce mandat. Cette campagne, je crois, a renforcé notre conviction, même au niveau local. Il y a des combats à mener pour défendre les valeurs de la République, pour défendre la liberté, pour défendre l'égalité, pour défendre la fraternité. Cette campagne a été, pour nous, je le crois, un moment extrêmement intense, et je crois que nous vous le devons, Monsieur Piquemal. Mais à la fin, ce sont les Toulousains qui ont décidé. Les Toulousains ont décidé de confier à Jean-Luc Moudenc la direction de cette ville pour les prochaines années. Nous porterons cette responsabilité avec fierté, nous la porterons avec écoute, avec responsabilité. J'espère que vous tirerez de cette élection des enseignements et que nous pourrons, dans les prochaines années, débattre dans de bonnes conditions, sans que vous restiez arc-boutés sur les propos que vous avez pu tenir et qui ne résistent pas à la seule réalité, celle du vote, celle de la décision des électeurs. J'en termine là, Monsieur le maire, juste une toute dernière chose, pour mettre un petit élément de gaieté. Au nom de toute l'équipe de campagne, au nom de toute l'équipe qui s'est présentée au suffrage, nous avons prévu un tout petit cadeau, un petit symbole que je permets à mes collègues de passer. Je sais que Jean-Luc Moudenc est un fervent amateur de thé. J'espère que cette tasse l'accompagnera dans les prochains mois. Merci, mes chers collègues. Je remercie Sacha Briand. Je remercie l'équipe municipale qui me fait cette sympathique surprise, qui me connaît bien et qui, à travers le thé, d'ailleurs, fait passer un message. Le thé apaise et le thé vient de plus loin. Eu égard à ce que je disais sur la diversité et l'ouverture, cela est un enseignement porteur de sagesse et là aussi de rassemblement, de respect des cultures. Et donc, merci beaucoup. Quelques mots, Monsieur Piquemal. D'abord, il y a un point sur lequel nous sommes d'accord. J'avais lu votre interview dans Actu Toulouse 2 jours avant le vote. Vous disiez « Je tiens à apaiser Monsieur Moudenc, ça va bien se passer ». Eh bien oui, votre vœu a été réalisé au-delà de toute espérance. Ça s'est effectivement très bien passé. Et ça s'est tellement bien passé que vous nous disiez tout à l'heure qu'un espoir était né, que le résultat était très bien, que le nombre de voix accumulées
été remarquable, même si Sacha Briand et moi-même avons quand même restitué la réalité de la démographie toulousaine. Je veux toutefois vous inviter à la réflexion de manière à ce que vous puissiez relativiser ce bon résultat. Dans votre circonscription de député, là où vous avez été élu il n'y a pas très longtemps, c'était en juin 2024, avec 55% des voix dès le premier tour, notre liste a réuni 51,5% des suffrages, notamment dans des quartiers populaires que vous voulez annexer à votre vote, comme si, Sacha Briand le disait très bien, telle ou telle catégorie de Toulousains vous appartenait. En regard, il est une autre circonscription qui m'est liée, c'est la 3e circonscription de la Haute-Garonne. Dans les quartiers toulousains de cette circonscription, la liste Protégeons Toulouse a réalisé le score de 64,75% des voix, c'est-à-dire que vous avez fait 35-25% des voix. Ça permet de relativiser votre performance et la mienne le même jour sur le même type de découpage. Et du reste, pour être complet dans ma démonstration, en parlant de cette partie toulousaine de la 3e circonscription, je rappellerai le score que votre voisine immédiate, Madame Roby, avait réalisé en juin 2024. Elle avait réuni 44,31% des suffrages, à comparer à vos 35,25%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celle que vous avez doublement écartée, d'abord de la tête de liste insoumise, et ensuite de la présidence de la métropole avant votre arrangement politicien, finalement, elle est peut-être meilleure que vous. Je vous invite à réfléchir là-dessus. J'ai écouté attentivement votre propos. Vous savez, j'ai été dans l'opposition. Et je dis souvent que cette période d'opposition m'a fait beaucoup de bien parce qu'elle m'a permis de regarder les choses autrement, de me remettre en question et de redémarrer sur de meilleures bases, ce qui a été concrétisé par le scrutin de mars 2014. Et figurez-vous que ce matin, j'ai demandé à mes collaborateurs de me ressortir le discours que j'avais fait, donc l'équivalent du vôtre, très précisément le 21 mars 2008, ici, le jour où Pierre Cohen est devenu maire. Et je tiens ce discours à la disposition de tous qui le veulent, que ce soit les élus ou les journalistes, parce que vous y constaterez que la tonalité de cette déclaration n'avait strictement rien à voir avec la vôtre, que c'était une déclaration qui ne réouvrait pas la campagne électorale, qui au contraire en prenait acte et de manière tout à fait respectueuse à l'égard de Pierre Cohen. Mais c'est instructif de comparer ces deux textes parce que cela dit beaucoup de choses sur l'état d'esprit. Depuis que le scrutin de second tour est intervenu, à travers diverses déclarations, votre communiqué de presse du 23, une déclaration dans Actu Toulouse à nouveau, chacun voit bien que vous vous victimisez et que, au fond, vous pensez que la défaite n'est pas due à un refus de vos propositions, n'est pas due à une adhésion à nos propositions, mais est due à un système, à un savoir-faire électoral, autrement dit, à quelque chose qui nie la conscience et la maturité des citoyens. Quel mépris avez-vous, Monsieur Piquemal, pour les Toulousaines et les Toulousains? Et moi, je vous invite à abandonner les habits du mauvais perdant que vous êtes, et pourquoi pas à regarder ce que je disais, moi, il y a maintenant un certain nombre d'années. Et donc, Monsieur Piquemal, j'avoue que, là aussi,
j'ai été sidéré lorsque tout à l'heure, vous m'avez dit Monsieur Moudingue, mettez en œuvre la gratuité des transports pour les moins de 26 ans, encadrez les loyers, mettez plus de bus, des centres de santé, etc. Autrement dit, vous me demandez de mettre en œuvre votre programme. Autrement dit, vous me demandez de passer outre la volonté des Toulousains, de piétiner les 92 000 citoyens toulousains qui ont choisi autre chose. Mais, à la vérité, je mentirais si je me disais surpris d'une telle posture de votre part. Vous appartenez à un parti qui est anti-républicain et qui n'est pas démocrate. Et donc, à partir de là, il est tout à fait logique que vous ignoriez le projet que nous avons porté et qui a été choisi, et qu'au contraire, vous demandiez à ce que j'épouse votre propre mépris à l'endroit des Toulousains et que j'aille jusqu'à appliquer votre programme. Bon, vous imaginez qu'une telle grossièreté, un tel vol moral, je ne m'y résoudrai pas. Par contre, comme je l'ai dit et je le redis, nous allons être au service de tous les Toulousains, y compris ceux qui ont voté pour vous. Et s'ils ont, et je veux bien le croire, je respecte tous les Toulousains, vous savez, et s'ils ont des angoisses, des inquiétudes, des idées, des critiques à notre égard, nous ne les rejetterons pas. Nous ne les balayerons pas d'un revers de main. Nous les considérerons. La considération. Nous sommes la liste du rassemblement. À partir de là, nous sommes la liste du respect de celles et ceux qui ont convergé vers nous, mais aussi de celles et ceux qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas compris, en tout cas qui n'ont pas fait le choix que nous proposions. Je tiens à insister sur cette manière de voir les choses qui est la mienne. Monsieur Briançon, je vous ai écouté, vous aussi, très attentivement. Et je vois bien, et nous voyons bien d'ailleurs, que depuis la défaite de dimanche soir, vous persistez dans la position qui est la vôtre. Pendant 2 mois avant le premier tour, vous vous répandiez dans Toulouse en disant que vous seriez le futur maire. Très bien. Et puis, au lendemain du premier tour, après l'arrangement de la honte et après que M. Piquemal ait changé pour la 4e fois de candidat à la présidence de la métropole, il était dit que vous devriez prendre la présidence de la métropole, suscitant d'ailleurs une frayeur et beaucoup de ricanements chez beaucoup de collègues maires de gauche qui étaient, je dirais, dans une posture critique à l'égard de cette perspective. C'est le moins que je puisse dire. Mais enfin, Monsieur Briançon, si vous persistez dans ce que je considère la faute politique et morale que vous avez commise, ou plutôt que vous avez réitérée, puisque vous l'avez fait déjà en 2020, en 2022, en 2024, moi je vais tenter, mais sans doute je me trompe et je suis présomptueux, je vais tenter de vous éclairer en citant ce que pense de vous M. Mélenchon. M. Mélenchon dit ce qu'il pense de vous et de votre patron, M. Olivier Faure, qui, comme vous, a pris une position le 3 mars, pas d'alliance au second tour, qui a réitéré cela le soir du premier tour sur les plateaux de télévision, puis, dès le lundi matin, a dit le contraire. M. Mélenchon, il dit quoi de vous et de vos chefs? Il dit Faure et Tondelier, parce qu'évidemment, les Verts, c'est pas mieux. Et autres cracheurs de venin, c'est sympa, hein? Moi, je n'ai jamais dit que vous étiez des cracheurs de venin, hein, je ne vais pas jusque-là. Affirme que LFI fait perdre quand elle est dans une coalition de 2e tour. Faure en déduit que LFI serait un boulet. La vérité est au contraire, le boulet, c'est eux, c'est-à-dire vous, M. Briançon et vos alliés de premier tour. Faure sait qu'il ment, mais c'est dans sa nature de le faire. Le boulet, ça semble bien être le PS, cette fois-ci encore. Olivier Faure et Marine Tondelier sont encore là. Peu de gens sont autant qu'eux des impostures nocives. L'un et l'autre n'ont jamais été artisans d'aucun progrès ni conquête. Mais les deux ont ruiné avec ardeur ce qu'ils avaient reçu en héritage. Passons sur Olivier Faure, qui est bien connu pour avoir amené son parti à 1,67% dans une élection présidentielle après avoir trahi
sa candidate par une gestion de campagne aussi hasardeuse que calamiteuse. Puis il nous trahit, après que nous l'ayons fait élire député à 2 reprises. Enfin, il trahit son parti. Avec de tels chefs, les Verts et les écolos n'iront pas loin. Mais les socialistes et les Verts viendront nous supplier de les sauver avant de nous trahir de nouveau 24 heures plus tard. Mais pour nous, la comédie est finie. Nous ne jouerons pas la stabilité de l'action gouvernementale avec des gens aussi instables, menteurs et combinards. Voilà avec qui vous êtes alliés et voilà ce que pense le chef de votre allié. Moi, je vous rappellerai en la paraphrasant la célèbre phrase de Churchill. Le Parti socialiste et les Verts, à Toulouse et ailleurs, avaient le choix entre la défaite dans l'honneur et le déshonneur. Vous avez fait votre choix. Vous avez choisi le déshonneur et vous avez eu la défaite. Tout cela est logique et mérité. Je vous remercie. Nous reprenons l'ordre du jour formel du Conseil municipal puisque je suis tenu de vous faire lecture des articles du Code général des collectivités territoriales relatifs à la désignation des adjoints. Nous devons d'abord déterminer le nombre d'adjoints. Article L. 2122-2. Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. Article L. 2122-2. Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Article L. 2122-2.1. Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 2122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10% de l'effectif légal du conseil municipal. L'effectif légal du conseil municipal de la ville de Toulouse est de 69 membres. Il est donc possible de créer 26 postes d'adjoints au maire au titre de l'article L. 2122-2 et 6 adjoints au titre de l'article L. 2122-2.1, toujours le même pourtant. Compte tenu de l'importance et de la diversité des tâches dévolues au maire et de l'importance que nous attachons à la démocratie locale à travers l'engagement des élus dans les quartiers, j'ai l'honneur, mesdames et messieurs, de vous proposer la création de 26 postes d'adjoints et d'adopter la délibération correspondante. Sur cette proposition, qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, elle est donc adoptée à l'unanimité. Donc je vais vous inviter maintenant, mes chers collègues, à procéder à l'élection des 26 adjoints selon l'article L. 2122-7.2 que je vous lis. Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Je propose aux 2 scrutateurs qui ont œuvré pour l'élection du maire, s'ils le veulent bien,
de s'engager à nouveau pareillement pour la scrutation du vote de désignation des adjoints et, par conséquent, de superviser et de procéder au dépouillement de celui-ci. Alors, comme adjoint, je propose une liste que j'ai validée et que je suis tenu de vous lire. Premier adjoint, Marion Lalande de Lobadère. Deuxième adjoint, Jean-Michel Latte. Troisième adjoint, Laurence Katzenmayer. Quatrième adjoint, Sofiane Oumia. Cinquième adjoint, Souela Marty. Sixième adjoint, Olivier Arsac. Septième adjoint, Nicole Yardeni. Huitième adjoint, Émilion Esnault. Neuvième adjoint, Alexandra Leliette. Dixième adjoint, Michel Lacroix. Onzième adjoint, Cécile Dufraisse. Douzième adjoint, Sacha Briand. Treizième adjoint, Julie Escudier. Quatorzième adjoint, Jean-Jacques Bolzan. Quinzième adjoint, Valérie Jacquet-Violot. 16e adjoint, Pierre Esplugas Labattu. 17e adjoint, Charlotte Pujot. 18e adjoint, Philippe Accard. 19e adjoint, Marois Bouzaïda. 20e adjoint, je crois que j'ai Djilali Layani. 21e adjoint, Julie Servat. 22e adjoint, Maxime Boyer. 23e adjoint, Claire Nison. 24e adjoint, Jean-Charles Pitot. 25e adjoint, Fela Halal. 26e adjoint, Christophe Alves. Donc je vous propose, oui, Monsieur Godec. Merci, Monsieur le maire. J'aurais juste une question sur la distinction entre les fonctions d'adjoint au maire dans votre liste, parce que, donc, comme vous nous l'avez lu, il y a 20 adjoints au maire plus 6 adjoints qui ont des fonctions de quartier. Est-ce que vous pourriez nous préciser dans la liste des 26 Avec plaisir. Quels sont les 6 adjoints qui ont des fonctions d'adjoint de quartier? Avec plaisir. Alors, parmi les adjoints dont j'ai cité la candidature, sont candidats au titre du deuxième article de l'article 2122, donc des adjoints de quartier, Olivier Arsac, Cécile Dufraisse, Jean-Jacques Bolzan, Valérie Jacquet-Violot, Claire Nison et Christophe Alves. Si vous êtes d'accord, on va voter. Il faut à nouveau se déplacer, passer à l'isoloir. Je demande à M. Cadieux et à M. Delrieux de se précipiter pour arriver les premiers à l'endroit du vote. Bien, mes chers collègues, rejoignez tous votre place si ce n'est pas fait. Donc je vais proclamer les résultats du scrutin de désignation par élection des adjoints.
Donc le dépouillement du vote a donné le résultat suivant. Nombre de conseillers n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, bulletins trouvés dans l'urne, donc 69. Nombre de suffrages déclarés nuls ou blancs, 15 blancs, 1 nul, donc au total 16 suffrages. Nombre de suffrages exprimés, 53. Majorité absolue, 27. La liste conduite par Marion Lalande de Lobadère a obtenu 53 voix. Et donc, je proclame adjoints et immédiatement installés dans leurs fonctions les candidats suivants, qui sont donc adjoints au maire et dans l'ordre du tableau: Marion Lalande de Lobadère, Jean-Michel Latte, Laurence Katzenmayer, Sophia Noumia, Soué Lamarty, Olivier Arsac, Nicole Yardeni, Émilion Esnault, Alexandra Leliette, Michel Lacroix, Cécile Dufraisse, Sacha Briand, Julie Escudier, Jean-Jacques Bolzan, Valérie Jacquet-Violo, Pierre Esplugas-Labattu, Charlotte Pujot, Philippe Accard, Marois Bouzaïda, Djilali Layani, Julie Servat, Maxime Boyer, Claire Nison, Jean-Charles Pitot, Fela Halal et Christophe Alves. La loi 2025-1249 du 22 décembre 2025 prévoit que lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l'élu local prévue par l'article 1111-13 et 14 et l'article 1111-14 du Code électoral, du Code général des collectivités territoriales. Donc je vous donne lecture de cette charte de l'élu local, article 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause, dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant débat et avant le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il est désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article L. 1111-14 du Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues
par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Donc vous trouverez une copie de cette charte et du chapitre du Code général des collectivités territoriales consacré aux conditions d'exercice des mandats locaux dans les documents qui vont vous être distribués. Je précise que dans le précédent mandat, notre Assemblée a adopté, quant à elle, sa propre charte de déontologie, anticipant la loi, puisque vous le voyez, cette charte est récente, elle date d'il y a quelques mois à peine, et donc cette charte que nous avions anticipée par rapport aux travaux du législateur, elle va également vous être remise, si ce n'est déjà fait à l'heure où je parle. Par ailleurs, vous allez recevoir de la part du secrétariat du référent déontologique des élus, qui vous accompagne sur ces sujets tout au long du mandat, un courrier concernant les déclarations d'intérêt à lui retourner, et ce pour les adjoints. Le courrier rappellera également vos obligations déclaratives auprès de la Haute Autorité pour la transparence et la vie politique, la HATVP, et bien évidemment, je vous invite à soumettre vos déclarations dans les plus brefs délais, il y a un délai à respecter justement, ainsi qu'à suivre la formation dédiée à la déontologie qui vous sera proposée dans les mois à venir, avant la fin de l'année, quoi qu'il arrive. Cette lecture et ces précisions vous ayant été données, je vous propose maintenant de procéder à l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 6 février 2026, puisque à chaque Conseil municipal, on approuve le compte-rendu du Conseil municipal précédent. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, ce compte-rendu est donc adopté à l'unanimité. De la même manière, tout aussi systématique et traditionnelle, vous avez été destinataire du compte-rendu des décisions du maire, puisque le maire, en fonction du pouvoir exécutif qui lui est confié, prend des décisions indépendamment du Conseil, dans l'intervalle des conseils, à condition d'en rendre compte au plus prochain Conseil, qui peut bien évidemment faire des remarques, poser des questions sur ces fameuses décisions. Donc je vous soumets le compte-rendu des décisions prises par le maire en application de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, qui nous aura décidément accompagnés pendant toute cette séance et que vous allez donc connaître par cœur, y compris ceux d'entre vous qui ne sont pas juristes. Y a-t-il donc des remarques sur ces décisions? Il n'y en a pas, donc nous en prenons acte, il n'y a pas de vote là-dessus. Il y a également des délibérations pour lesquelles nous devons voter. La commission de concession des services, la commission d'appel d'offres, il y a des conditions à remplir pour le dépôt des listes, puisque ce sont des commissions où, bien évidemment, la majorité a la majorité des sièges, mais où l'opposition se doit d'avoir une représentation. Donc, conformément à l'article D 1411-5 du Code général des collectivités territoriales,
le conseil municipal doit fixer les conditions de dépôt des listes pour l'élection de la commission de concession des services et de la commission d'appel d'offres qui interviendra au conseil municipal prochain du 2 avril. Alors, ces conditions, je les indique. Les listes pourront être déposées au secrétariat du conseil municipal jusqu'au 1er avril inclus. Je ne garantis pas qu'il y ait tout le monde dans les murs de cette maison le 1er avril, donc si vous y prenez d'ici le 30 mars, ça ne sera pas plus mal. Donc, elles seront remises au plus tard le 2 avril, comme la loi le prévoit, en début de séance, avant l'intervention liminaire du maire, qui est visée à l'article 9 du règlement intérieur en vigueur, règlement intérieur que nous aurons l'occasion de toiletter et d'adopter, mais qui en attendant est en vigueur. Les listes pourront comprendre moins de noms qu'il y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, et ce, conformément à l'article 1411.4 du Code susvisé. Sur ces règles-là, pour ces commissions à désigner plus tard, y a-t-il une abstention, une non-participation au vote, des votes contre? Donc toutes ces règles sont adoptées à l'unanimité. Également, on doit créer des emplois de collaborateurs de cabinet, puisque vous le savez, ils expirent à la fin du mandat qui précède. Et donc, à ce sujet-là aussi, qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie pour eux. Et je déclare close cette première séance du conseil municipal de la nouvelle mandature. Je vous remercie.